Salut la gang, c'est Karine de Pearl Perspectives. Je me permets de faire ce vidéo, en fait, cette petite série-là en français. Euh, Si tout va bien, ma petite série va avoir 4 ou 5 parties. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma petite Tatiana, ma chatte, et son frère en haut, mon chat Tolstoy, qui est sur son trône en haut, là. Euh, donc, je voulais commencer une petite série sur les termes de tricot en français et en anglais. J'ai commencé ça parce que ma mère, euh, souvent, elle veut faire un patron en anglais, mais elle connaît seulement les termes francophones. Donc, pour elle, ça peut être un peu difficile juste de comprendre c'est quoi ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire ça. Donc, je me suis dit, ben, je veux l'aider à comprendre ces termes-là. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Je me suis dit que j'allais commencer avec juste une coupe de termes de base. Là, on va pas virer fou là, pour la partie 1. Donc, on va vraiment de base. Donc, il y a des chances que vous connaissiez la grosse majorité de ces termes-ci, mais il faut bien qu'on commence en quelque part. Donc, sans plus attendre. Premier, évidemment, si vous voyez le terme CO, cast on, ça, c'est monter les mailles. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on fait au début d'un projet, quand on commence le projet. Donc, CO, c'est cast on, monter les mailles. Tandis que BO, c'est bind off, puis ça, c'est rabattre les mailles. Ça, c'est quand tu arrives à la fin du projet, là, tu as fini ton petit ribbing à la fin, là, puis là, il faut que tu t'enlèves les mailles de ton aiguille. Donc, tu termines ton projet. Donc, ça, c'est rabattre les mailles. Euh, Évidemment, il y a plusieurs techniques de tricot, mais il y a deux mailles. Quand on y pense, là, tout revient à ces deux mailles-là de base. C'est knit and purl. Si tu connais knit and purl, tu peux pratiquement faire tout. J'exagère, là, mais mettons que c'est un bon point de départ. Knit, ça, c'est une maille à l'endroit. Donc, souvent en anglais, ça va être juste un K. Donc, si vous voyez un K, ça veut dire une maille à l'endroit. Tandis que P, pearl, c'est une maille à l'envers. Donc, pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, là, la maille à l'endroit, ça donne ça. Puis la maille à l'envers, la maille à l'envers, ça donne ça. OK? Donc, je pense que vous savez tout c'est quoi, là. Si vous êtes ici, c'est parce que vous connaissez au moins les termes. Pas les termes, mais vous savez de quoi je parle, tu sais. Ensuite, on a le RS et le WS. Le RS, c'est le right side. Encore une fois, je vais remontrer. That's my right side. Ça, c'est le côté droit, endroit, pas droit, côté endroit de mon projet. Donc, c'est ce qui va faire face au public. Tu sais, quand je vais porter mon chandail, c'est ce qui va faire face aux gens. Tandis que le WS, wrong side, ça, c'est le côté envers, ce que les gens verront pas, ce qui va être contre ma peau. OK. Pour tous les projets, c'est ça. Envers, c'est ce qu'on voit pas. Endroit, c'est ce qu'on va voir. Ensuite, je me suis dit qu'on allait finir avec un point, puis c'est le point, probablement, encore une fois, un des points les plus de base, c'est le stockinette stitch, ST-ST. Souvent, c'est comme ça que vous allez le voir. ST-ST, double. Stockinette stitch, en français, c'est le point jersey. C'est le point, probablement, comme je dis, qui est le plus de base. Là. Moi, mon projet, c'est ça en ce moment. C'est mon petit point jersey. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'est ça ma partie 1. J'espère que vous allez aimer cette série-là. Puis, dites-moi si vous voulez plus de vidéos en français. Ça serait le fun. Puis si vous êtes là pour pratiquer votre français, dites-moi-le. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous voulez pratiquer? Est-ce que vous êtes déjà québécois, puis vous voulez juste avoir du contenu dans votre langue? Ça se peut aussi. Mais j'espère que vous allez aimer ça. Donc, restez à l'écoute pour partie 2. Bye! Salut la gang, c'est Karine de Broad Perspectives pour la partie 2 de ma petite série. Je suis accompagnée de mon coéquipier qui est endormi en haut, mon coéquipier co-animateur qui est endormi en haut, puis sa sœur qui est, je sais pas, quelque part là, elle se promène.
Donc, je voulais aujourd'hui continuer dans la lancée de la partie 1 avec des termes. On a commencé avec des termes plus de base, donc là, on va aller vers des termes un petit peu plus, pas nécessairement compliqués, mais oui, tu sais, je veux dire, on s'en va dans le un petit peu plus, un petit peu moins de base, mettons, là, tu sais. C'est tous des points ou des techniques, là. Donc, sans plus attendre, les deux premiers seraient K2TOG et P2TOG. Le K2POG, ça veut dire knit two together, puis le P2TOG, purl two together. Donc en français, knit two together, ça va, ou le K2TOG, ça va se traduire par tricoter deux mailles ensemble à l'endroit. Tandis que le P2TOG va se traduire par tricoter deux mailles ensemble à l'envers. Donc, c'est vraiment l'inverse une de l'autre. Puis le but, évidemment, c'est de réduire le nombre de mailles. Hein? On a réduit de une. Ensuite, on a le terme qui a commencé toute ma petite série, le yarn over, YO. Je dis ça parce que ce qui m'a donné l'idée de commencer cette série-là, c'est ma mère qui expliquait un patron en anglais qu'elle lisait en ce moment, puis elle a dit « Je comprends pas, c'est quoi un yo? » Puis là, je dis « De quoi tu parles, un yo? » Puis elle dit « Ça dit yo. » Je dis « Veux-tu dire un yarn over? » Elle a dit, c'est quoi ça? Y-O. Elle a dit, oui. Je dis, OK, ben, c'est un jeté. mais, puis c'est correct, je veux dire, mais c'est ce que, cette petite interaction-là, ou cette petite discussion-là entre elle et moi, c'est ce qui a fait un peu que j'ai décidé de commencer ça. Ben, je me suis dit, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui va nécessairement savoir c'est quoi l'équivalent anglais-français et vice-versa. Le contraire est vrai aussi. Donc, c'est ce terme-là qui a parti le bal. Donc, le yarn over, Y-O, ou le yo, comme ma mère appelle ça, c'est un jeté. C'est un terme, c'est bien pratique pour faire des espaces. Pas des trous, là, mais je veux dire, ça vous donne, c'est un effet stylistique. Puis ça vous aide aussi à faire des augmentations ou des fois juste déplacer les mailles. C'est vraiment utile. Ensuite, on a le SSK qui est le slip, slip, knit. Donc ça veut dire glisser deux mailles à tricoter à l'endroit. C'est un peu le contraire, ben pas le contraire, c'est un peu l'autre, la paire du knit two together. So, quand vous faites le K2TOG, le tricoter deux mailles ensemble à l'endroit, bon, mais votre nouvelle maille, elle va pencher d'un côté, tandis que si vous faites le SSK, qui est la même chose, c'est encore une diminution de maille, ben la diminution, la nouvelle maille, elle va pencher de l'autre bord. Donc, c'est souvent, vous allez voir ça si vous voulez un effet comme ça ou comme ça dans votre patron. Bon, ben, au début de cette série-là, vous allez en avoir un qui va pencher d'un côté, puis l'autre bord, l'image miroir, ça va être de l'autre bord. Donc, K2TOG, c'est une réduction de mailles et c'est la même chose pour le SSK qui est, comme je dis, glisser deux mailles à l'endroit et tricoter à l'endroit. Donc, on va les glisser sans les travailler. Après ça, on passe dedans, les deux en même temps, et on tricote comme si on allait le faire de façon ordinaire. Souvent, ça va être par en arrière, par contre. Mais l'idée, c'est la même. C'est on passe de deux mailles à une maille. Et ensuite, on a le contraire, quand on veut en faire, donc, ou rajouter plutôt des mailles, on a le M1 qui est Make One. Donc, ça, c'est une augmentation intercalaire. Oui, je mets ça. Augmentation intercalaire. Ou simplement faire une maille de plus. Moi, tu sais, mais franchement, j'avais jamais entendu le terme augmentation intercalaire, donc je vais juste dire, ça l'ajoute une maille. Donc, le M1. Si on voit le M1L, c'est Make One Left. Donc, votre maille va pencher vers la gauche, tandis que M1R, Make One Right, va pencher vers la droite. En français, ça va être augmentation intercalaire à gauche ou
augmentation intercalaire à droite, ou, comme je dis, puis je suis pas la seule, faire une maille qui penche à gauche, faire une maille qui penche à droite. Puis encore une fois, là, c'est une question d'augmentation. C'est pas une question de réduction. On augmente le nombre de mailles qu'on va avoir. Donc, on commence avec une maille, puis en ajustant un, évidemment, on va avoir 2 mailles. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était les petites techniques un petit peu plus avancées, mais pas super compliquées non plus. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui existent pour vous aider à savoir comment faire chacune de ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter si vous n'êtes pas très familier avec ces techniques-là. Mais j'espère que cette petite... au moins un de ces termes-là va avoir été utile pour vous en français et en anglais. Donc, on se revoit à la partie... Je suis rendue à la partie 3. Donc, à la prochaine. Bye! Salut la gang, c'est Karine de Pearl Perspectives pour la partie 3 de ma petite série. Donc, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait aller vers les accessoires. OK? Donc, on va commencer avec l'accessoire par excellence, les aiguilles à tricoter, donc knitting needles. On ne peut pas vraiment aller nulle part sans ça. Hein? Ça, c'est des aiguilles droites, très standards. Ben, elles sont grosses, là, mais je veux dire, c'est de base. Là. Donc, ça, c'est le premier accessoire. Puis, si on va dans le plus fancy, on a les aiguilles circulaires ou circular needles, qui est ce que j'ai ici sur mon petit projet. Moi, depuis que j'ai découvert ça, c'est juste ça que j'utilise. C'est parfait justement pour faire les manches, les ronds. Autrement dit, peu importe le projet, vous n'avez pas besoin de faire le back and forth. Vous faites juste faire le côté droit tout le temps. Ce qui est chef's kiss. Puis si vous voyez ici, là, moi, mon câble il est beaucoup plus long qu'il devrait l'être pour une manche. Donc, j'utilise la technique Magic Loop. OK? Je sais même pas c'est quoi ça en français. Je vais dire le je sais pas, le rond magique. La boucle magique, peut-être. On va voir. Je vais le découvrir avec vous, éventuellement. Ensuite, quel autre que j'ai? J'ai Double Pointed Needles. Oh, salut ma chouette! J'ai Double Pointed Needles. Ça, c'est... j'en ai une ici, en quelque part. Ah, ici. C'est une aiguille dont les deux bouts sont aiguisés, pointus. Puis ça, c'est fait pour plusieurs choses, là, mais moi, ce que j'aime l'utiliser pour quand on arrive justement à la fin d'un projet comme une manche ou même les doigts d'un gant ou quelque chose, puis il reste comme genre 5 mailles, là, 6 mailles, puis tu veux les finir, tu veux les fermer. Bon, mais tu peux pas vraiment utiliser des aiguilles ordinaires pour faire ça. Tu as besoin de 4 comme ça, puis tu rentres dedans, puis tu sais, bon, fait que c'est pour fermer, je trouve, que j'utilise le plus souvent. Il y a d'autres utilités, là, mais c'est pour ça que j'utilise le plus souvent. Ensuite, on a, puis ça c'est en français, aiguille double pointe. Donc en anglais, vous allez voir DPN, Double Pointed Needles, puis en français, ça va être aiguille double pointe, puis vous allez quand même voir DPN. Donc si vous voyez le terme DPN, ça parle de ça. Ensuite, on a les cable needle. C'est une aiguille à torsade ou câble. Moi, j'appelle ça câble pareil, mais c'est des torsades. C'est un petit peu spécial. C'est fait avec une petite indentation pour pouvoir garder les mailles pendant que vous les changez de place. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, une torsade ou un câble, c'est une technique où on va, pour simplifier, là, on va changer l'ordre des mailles. Donc, si vous arrivez, là, vous êtes en train de tricoter, vous arrivez à vos mailles, bon, mais les 3 prochaines là, à travailler, mais vous allez les prendre, vous allez les mettre là-dessus, puis là, vous allez les mettre en arrière ou en avant du projet, vous allez twister. Puis ça va vous donner votre torsade, votre câble. OK? Puis selon si vous le mettez en avant ou en arrière, la torsade va être d'une direction ou de l'autre. Puis la petite indentation, c'est juste pour s'assurer que les mailles ne tombent pas, là. Parce que si c'était une aiguille juste droite, ben, il tomberait. Donc aiguille à torsade, cable needle. Ensuite, on a
La yarn needle, wool needle, qui est l'aiguille à laine, c'est carrément une grosse aiguille qui a l'air d'une aiguille de couture. Vous voyez, là, vous voyez le trou dedans, là. Donc, c'est juste assez gros pour que je puisse mettre de la laine dedans, un fil de laine. Souvent, on va l'utiliser justement euh, pour rabattre, pour rabattre. On peut l'utiliser en fait pour rabattre les mailles. C'est une technique, pour certaines techniques de fin de projet, là, pour rabattre, on peut utiliser ça avec les aiguilles de couture, de tricot. Mais moi, je l'utilise surtout à la fin, quand on a plein de fils qui dépassent, là, tu prends cette petite aiguille-là, puis tu rentres toutes dans ton projet. Puis là, mais ça a l'air tout propre, tout beau, puis c'est sécuritaire, ça va pas s'en aller nulle part. Donc, moi, j'aime ça. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on a le Stitch Holder, qui est le support de maille. Là, il y en a encore plusieurs, là, moi j'en ai juste un ici. OK? J'en ai utilisé, c'est un de ceux que j'ai. Donc ça, c'est qu'est-ce que vous faites si, par exemple, OK, vous arrivez à la fin de votre du haut du projet, puis là, ils disent séparer pour, la manche. Bien, ils vont peut-être vous dire, mettez les mailles de la manche sur un support de mailles, puis continuez à travailler le reste du corps, puis à la fin, vous revenez, puis là, vous prenez les mailles qui étaient autour. Donc, il y a plusieurs variations de ça. Celui-là, il est correct pour 10-15 mailles, mais un que j'aime beaucoup et que je vous recommande fortement, j'aurais dû le sortir, mais c'est ça ici. C'est la même chose, mais en forme de câble. Là, moi, j'aime ces couleurs fluo, là, mais... donc, vous le rentrez carrément... Je peux mon aiguille, là. Si vous le rentrez dans l'aiguille, un petit tube, là, puis là, vous pouvez passer les mailles. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est si vous voulez essayer votre projet pendant qu'il est encore gros. Pas gros, mais qui n'est pas fini, je veux dire. Pourquoi j'ai dit gros? Pendant qu'il n'est pas fini, ben vous pouvez faire ça. Puis le câble vous permet de faire ça. Tandis que l'autre, c'est plus, c'est rainant, donc vous ne pouvez pas vraiment faire ça. Ça vous laisse pas, il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc, je vous recommande fortement ces petites The Knitting Barber. OK? Puis je vous recommande ça. C'est pas cheap, là, c'est un petit peu, mais honnêtement, c'est un accessoire qui est indispensable selon moi. Ça a vraiment changé la façon dont je fais mes projets. Ensuite, le Stitch Marker. Ça, c'est toutes les petites bébites de même, là. Où est-ce que il y en a qui s'ouvrent, il y en a qui s'ouvrent pas, il y en a qui sont ronds, il y en a qui sont... Il y a toutes les formes, les couleurs, les styles différents. Honnêtement, vous pourriez carrément... Votre passe-temps pourrait être juste faire la collection de ces petites bébites-là. C'est super le fun, ils sont super le fun à avoir. Puis le but, c'est simplement de garder votre place dans votre patron, pour savoir où est-ce que vous êtes rendu sur votre... moi, si j'avais, par exemple, là, c'est juste... un point jersey, donc c'est pas vraiment compliqué, mais si en quelque part ici, il y avait comme un certain design, puis que je veux m'assurer que entre là puis là, je fais le design comme je suis censée faire, ben je vais prendre ça, puis je vais le mettre dans ces deux endroits-là, puis ça va me garder la place où je suis en ce moment. Puis comme ça, je vais savoir exactement où commencer mon projet, ou le design, là, le petit côté différent. Puis ça peut aussi, en fait, la plupart du temps, on l'utilise surtout pour... désigner le début d'un rang. OK? Donc, on utilise ces petites bébites-là. Si vous en avez pas, ou vous avez peut-être, si vous ne voulez pas dépenser de l'argent là-dessus, utilisez les trombones. Ça fait la même affaire. Puis, le petit dernier, des needle stoppers. Puis, ça, c'est en français. En tout cas, j'ai oublié de dire, les stitch markers, là, en français, c'est des marqueurs de mailles ou de points. Puis le dernier, c'est les Needle Stoppers, puis je pouvais pas les montrer parce qu'ils sont trop cute. Puis en français, c'est des bouchons à aiguille ou bouchons pour aiguille à tricoter. Donc le but, si je vous montre encore ma petite aiguille, c'est de plop on it. Puis regardez, c'est qui? Tu sais, je regarde ma caméra. C'est Dark Raider.
OK, donc ça, c'est le but, c'est juste pour que vos mains, ils tombent pas. Puis en même temps, ben, ça vous aide à pas vous piquer dessus. Parce que je sais pas si c'est pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est ça aussi, vous pouvez carrément avoir une collection de tout ça parce qu'il y en a des tonnes. Moi, je suis une petite fan de Star Wars, donc je les aime. Mais c'est ça, c'est vraiment le fun. Vous pouvez carrément faire une collection de ces petites choses-là. Donc, encore une fois, c'est des bouchons à aiguille ou needle stopper en anglais. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine pour la partie, on est rendu à quoi? Partie 4? 5. J'ai dit partie 3? Oui, c'est ça, partie 3. Donc, prochaine, ça va être partie 4. Bye! Salut la gang, c'est Karine de Pearl Perspectives pour la partie 4 de ma petite série. La dernière fois, on a été vers les accessoires. Donc là, je me suis dit, on allait aller vers les grosseurs de fil de laine. Je sais que c'est un peu bizarre, là, mais j'entends pratiquement jamais les termes en français. J'étais vraiment curieuse. C'est quoi fingering, worsted, DK en français? Donc, il y en a que je connaissais, mais il y en a beaucoup que je connaissais pas. Donc, ça a été un petit exercice intéressant. Donc, on va commencer directement. Je continue en passant à tricoter sur mon jumper, matcha jumper. Et je suis encore en compagnie de qui vit là pratiquement, mais Tolstoy, puis Tati, je suppose qu'elle est. Elle se promène, elle, avec. Tout le temps, là, à chaque fois. C'est rare qu'on la voit. Donc, si vous l'avez vu dans une des vidéos, je pense que oui, c'est de la chance, si vous êtes chanceux. Donc, premier, on va commencer avec la laine dentelle, qui est lace weight. C'est le plus petit lace weight. La laine dentelle, c'est vraiment... c'est petit. Comme ici, là, j'ai un exemple, mais ça, ici, c'est du mohair. Donc, c'est... De la laine dentelle, c'est pas nécessairement fuzzy comme ça, là, OK? Je sais pas si vous pouvez voir, là, c'est très fuzzy, ça. Il y a beaucoup de fils, là. Mais ça, c'est le mohair qui fait ça, là. Techniquement, la laine dentelle, c'est pas obligé d'être fuzzy comme ça. C'est juste la grosseur qui est importante, la grosseur du fil, OK? Puis souvent, moi, j'associe la laine dentelle à, justement, des projets délicats. Des projets de, pas de dentelle, mais qui me font un peu penser à la dentelle. Donc, je comprends un peu le nom. Je trouve que c'est bien nommé en français. C'est vraiment des projets délicats. Des fois aussi, comme je fais ici, on va le rajouter après un autre, avec un autre fil pour, soit dans ce cas-ci, c'est pour rajouter du fuzz, là, après mon chandail, mais sinon, ça peut être simplement pour augmenter la grosseur du fil qu'on a déjà. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, on a le fingering weight ou sock yarn, qui est vraiment la laine, je pense que, pas nécessairement la plus populaire, mais je trouve que pour plusieurs, c'est leur préféré ou c'est la laine, la grosseur qu'ils aiment le plus travailler avec. Donc, ça s'appelle sock yarn parce que c'est souvent la laine qu'on va utiliser pour faire des bas. Donc, en français, c'est la même chose, c'est de la laine à bas ou de la laine à tricoter super fin. Donc, celui que j'ai ici, là, c'est pas le fuzzy, mais l'autre. Donc, ça, c'est du fingering weight, donc de la laine à bas. OK? Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus gros. Si on compare les deux, là, je vais essayer de les mettre. Vous voyez qu'il est un petit peu plus gros en haut qu'en bas. Donc, ça, c'est, comme je dis, c'est de la laine à bas ou à tricoter super fin. Donc, des fois, vous allez voir sur les écheveaux que vous achetez. Écheveau, c'est un skein en passant, là. Ou c'est la laine que vous achetez avant de la mettre en balle, OK? Ça s'appelle un écheveau. Bon, mais sur l'étiquette de l'écheveau, souvent, vous allez voir comme, tu sais, si vous voyez, vous allez soit voir les grosseurs comme ça, ou ça va marquer grosseur, non, tu sais, laine fine, super fine, moyenne, grosse, whatever, puis ça va vous dire à peu près dans quelle section ça se tient, ou ça se catégorise. Après, on a le sport weight. Ça, c'est un petit peu plus gros que le fingering. J'aurais dit en français que la laine à bas. Puis en français, on dit de la laine sport. Donc, sport weight, laine sport. Ça dit tout. C'est pas super plus gros. Moi, je trouve que la laine à bas puis la laine sport, c'est très semblable. Mais laine sport est une petite affaire plus gros.
Ensuite, on a ma laine préférée, la laine DK Yarn, ou, puis pour ceux qui ne savent pas, DK, c'est double knitting, donc on va aussi appeler ça de la laine à double tricot en français. Mais la plupart du temps, j'entends la laine DK. Puis ça, moi, j'aime ça, la laine DK, parce que je trouve que c'est à peu près à moyenne. C'est facile à travailler. Tu peux faire des projets quand même relativement vite avec. Moi, je trouve que c'est le fun. Puis, ici, si vous ajoutez ces deux fils-là ensemble, qui est, encore une fois, laine dentelle, ou plutôt, ouais, laine dentelle et laine à bas, ben les deux ensemble, c'est la même grosseur que de la laine DK ou de la laine à double tricot. Donc, si vous avez des projets qui vous demandent justement, ah, ben, il faut que ça soit de la laine DK, puis tu n'en as pas, ben, là, tu sais que tu peux mettre un fil de laine dentelle, puis un fil de laine à bas, puis ça te donne la même grosseur que la laine DK. Évidemment, il faut quand même tester ça avec un petit swatch, là, pour être certain, mais qui c'est qui a le temps pour les swatchs? Personne. Pas moi, en tout cas. Mais bon, vous savez que vous pouvez jouer un petit peu avec les grosseurs, donc c'est intéressant. Ensuite, on a worsted weight, qui est la laine de grosseur moyenne, de la laine peignée ou du fil peigné. Ça, c'est plus gros que DK ou double tricot. C'est une laine que je vois souvent utilisée pour des chandails. Un fil pour un chandail, ça va quand même assez vite, là. Pour des projets, peut-être des accessoires d'hiver, quelque chose comme ça. Mais souvent, c'est les chandails, les gros chandails comme ça, là, je vois souvent ça avec de la laine peignée. Puis grosseur moyenne. Vous allez souvent voir le terme grosseur moyenne sur votre étiquette ou worsted, mais je vois plus grandeur moyenne, like medium weight, ça va être appelé en anglais. Ensuite, on a la laine ou le fil aran. C'est la même chose en anglais et en français. Aran, like Aran, Aran. Puis c'est juste une petite affaire plus gros que worsted. Fait que souvent, les deux sont, je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils sont interchangeables, mais un petit peu. Dans le sens que, tu sais, c'est worsted est là, Aran va être genre là. Tu sais, c'est vraiment pas une grosse différence. Donc, il y a un petit peu de marge de manœuvre si vous n'avez pas un. Vous pouvez techniquement utiliser l'autre, mais il faut toujours tester pour être sûr, là, parce que les rendeurs peuvent changer. Donc, mais c'est ça, Aran, c'est juste une petite affaire, plus gros. Ensuite, on a le bulky weight, qui est de la laine épaisse ou volumineuse, ou gros fil, grosse laine. Il y a bien des façons de le dire. Puis ça, c'est vraiment, moi, je la vois surtout pour les accessoires d'hiver, les tucs, les mitaines, les foulards, choses comme ça. Un projet en laine épaisse comme ça, là, ça prend 5 minutes. Ça prend pas beaucoup de temps. Ensuite, on a la super bulky, la laine super volumineuse ou la laine super épaisse, très gros fil, très volumineuse, tout ça. Fait, encore une fois, c'est juste un petit peu plus gros que la laine volumineuse. Puis ça vous aide. Donc, ma chatte est encore en train de jouer. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Elle est pognée avec un petit... qui est drôle. OK, c'est bon. Je dois rester concentrée. C'est bien difficile quand un chat joue à côté de toi. Oui, OK. Donc, que dis-je? Donc, la différence entre voyons, de la laine épaisse et de la laine super épaisse, c'est pas énorme, mais c'est là pareil. Donc, il faut prendre en considération. Puis ensuite, tu as probablement, le dernier que je vais mentionner ici, même si c'est pas nécessairement le plus gros, là, tu as la laine Jumbo, OK? Donc, Jumbo Yarn, c'est à peu près la même, on va garder ça, le terme laine Jumbo. Puis souvent, je vais avoir ça pour des couvertures. Tu sais, quand tu veux faire une couverture vraiment duveteuse, tu sais, grosse, épaisse, puis genre vraiment là, tu veux juste t'enrouler dedans, là, ben, de la Jumbo, ça peut aller loin. Puis, comme j'ai dit, il y a plus gros, mais c'est souvent c'est de la laine, comment on appelle ça? Novelty yarn. C'est de la laine pour des projets spéciaux. Tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez voir dans les magasins facilement. Si vous allez dans un Michaels de ce monde, les Michaels de ce monde ou un magasin de laine, ben, vous allez probablement aller jusqu'à Jumbo, mais pas nécessairement bien plus haut. Ça existe, mais comme je dis, c'est pas nécessairement dans les tailles courantes.
Donc, c'est ça pour aujourd'hui. C'était laine dentelle à laine jumbo. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Et on reste à l'écoute pour la partie 5 qui va être ma dernière partie. Puis c'est ça. Bye! Salut la gang, c'est Karine de Pearl Perspective pour la partie 5 de ma petite série avec Tatiana qui est en haut dans sa tour. Donc aujourd'hui, je me suis dit que pour la dernière partie, je voulais aller vers les types de fibres qu'on peut reconnaître. Souvent, les gens pensent, quand ils pensent tricot ou crochet, ils vont penser plus à laine de mouton, mais il y a plusieurs types de laine. Puis si vous avez des allergies, particulièrement, je sais pas moi, la laine de mouton ou la laine animale en général, bien, il y a quand même plusieurs alternatives qui se présentent à vous. Donc, je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. J'ai quelques exemples, mais je ne les ai pas toutes, malheureusement. Donc, on va commencer avec la fibre naturelle animale. On va commencer avec la laine de mouton, bien évidemment. That's sheep yarn. Ça, c'est le plus commun. Ben, commun. Pas commun, mais souvent, on va penser laine de mouton quand on pense tricot. J'ai un exemple ici, Malabrigo, qui est super belle couleur, très doux, très soyeux. C'est très chaud aussi. C'est vraiment je pense, comme je disais, c'est la laine de base quand on pense tricot, crochet. Ensuite, on a ma laine préférée, l'alpaca. La laine d'alpaca, c'est super doux, soyeux, c'est léger, c'est plus chaud que la laine de mouton habituellement. C'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est ma préférée, là. Presque tout ce que j'ai de laine, j'aime beaucoup utiliser la laine d'alpaca. C'est la ferme récréative Casa, cet exemple-ci que j'ai, qui est encore une fois très doux. C'est 100% laine alpaca, donc on aime ça. Mais c'est ça. Donc c'est doux, mais c'est un petit peu plus chaud que la laine de mouton. Ensuite, on a le mohair. Si vous rappelez, dans une des parties, j'ai parlé du fuzzy, là, des types de laine. Bon, mais c'est ça, le fuzzy, c'est du mohair, OK? Donc ça ici, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est 80% laine superfine mohair, donc mouton, et 20% soie. Donc, vous voyez ici qu'il peut y avoir des combinaisons de types de laine, donc juste FYI. Des fois, ils vont mélanger les types de fibres, pas de laine, mais de fibres ensemble. Ensuite, on a le cachemire. Je n'ai pas d'exemple avec moi, malheureusement, mais c'est très luxueux. Ça fait penser riche. Ça fait penser. Mais c'est très soyeux, c'est beau. C'est super doux, évidemment. Mais ça peut coûter un petit peu plus cher, mettons. Ensuite, on a l'angora, qui est une autre forme de fibre animale. Ça, tout ça, le cachemire, angora, alpaca, puis laine de mouton. Ben, laine de mouton, c'est laine yarn, sheep yarn. Mais les autres, alpaca, mohair, cashmere, angora, le nom reste pareil en anglais en français. L'angora, c'est très soyeux, puis c'est très chaud. Mais par contre, ça peut perdre un petit peu ses poils ou ses filochés. Là, donc, il faut faire un petit peu plus attention. Je crois que l'angora, c'est des lapins. Je suis pas certaine. J'aurais dû penser à ça avant, mais j'ai jamais utilisé l'angora, donc je pourrais pas dire. Dites-moi les. je vais apprendre, mais je le ferai après, là. Mais c'est ça. Donc ça, c'est une autre forme animale. Puis le dernier, c'est la soie ou silk en anglais. Souvent, on va voir la soie. Il y a des laines qui sont 100% soie, mais il y a souvent des laines qui sont 20% 100%. 20% 30% soie, 70% autre chose. Ça, ça brille, c'est léger, c'est beau, c'est moins chaud. Donc, des fois, ça peut être plus intéressant pour le printemps ou l'été. Ensuite, on a les fibres végétales. Ça, c'est un exemple ici, c'est le coton, qui est une très bonne alternative si vous êtes si la laine, les fibres animales, c'est pas pour vous, vous êtes allergique. Donc, le coton, c'est une bonne alternative. C'est très doux, c'est soyeux. Par contre, c'est moins... ça a un petit peu moins d'élasticité. Donc, vous pouvez pas ça va... si vous le tricotez
je sais pas moi, votre taille, c'est large, bon, ben, ça va rester, tu sais, ça grossira pas, ça rapetissera pas, ça va vraiment, ça garde beaucoup sa forme. Ça n'a pas, il n'y a pas beaucoup d'élasticité là-dedans. Mais bon, c'est quand même une super bonne alternative. Moi, j'aime ça. Le lin ou le linen, ça, c'est une autre option qui est très beau pour le drape, l'effet de je sais pas comment on appelle ça, du drape, l'effet que c'est comme ça tombe bien, là. Mais ça n'a pas beaucoup d'élasticité, donc il faut faire attention avec ça. Le bambou, ce n'est un autre, c'est doux, c'est absorbant, des fois ça peut être considéré comme un petit peu plus léger ou frais, puis ça s'étire un petit peu mieux que le lin ou le linen. Le petit dernier, c'est le chanvre, ou hemp en anglais. Ça, c'est idéal pour les saisons un petit peu plus chaudes. En fait, tous ceux que je viens de nommer, toutes les formes végétales, coton, fibres végétales, coton, lin, chanvre, puis bambou, c'est tout moi, c'est ce que je vais utiliser en été. Quand tu n'as pas vraiment envie de tricoter avec de la laine animale qui peut être chaude, ben la laine végétale, ça peut être une bonne façon de garder l'habitude de tricoter, mais avec quelque chose d'un petit peu plus léger, donc c'est moins fatigant. Puis vous pouvez faire des vêtements plus légers, comme des petits tank tops, des chandails, là, des petits t-shirts. Donc c'est le fun. Ensuite, on a les fibres synthétiques. Là, je suis un petit peu moins familière avec ceux-là parce que je n'utilise pas souvent. Mais c'est une très bonne alternative si vous êtes allergique à la fibre animale et que vous cherchez quand même une certaine chose, une certaine chaleur. Donc, l'acrylique, qui est très bonne alternative, surtout si vous voulez pouvoir le mettre dans la sécheuse. Je dis ça avec un petit caveat, là. Techniquement, n'importe quoi que vous mettez dans la sécheuse, ça va durer moins longtemps que si vous ne le mettez pas dans la sécheuse. Peu importe si c'est un projet que vous avez fait de tricot ou même un chandail que vous avez acheté, OK? Ceci dit, les fibres animales et les fibres végétales se prêtent beaucoup moins, en fait, pratiquement pas du tout à la sécheuse. Faites pas ça, c'est vous le faites à vos risques et périls, parce que vous allez probablement perdre le projet que vous avez fait, parce que la grosseur, la chaleur va avoir un effet sur la taille. Mais les fibres synthétiques, ça a moins d'effet. Donc, c'est moins dommageable, mais ça ne change pas le fait que ça peut être dommageable quand même, donc il faut faire attention. La fibre acrylique, c'est doux, puis c'est facile à teindre, puis c'est pas vraiment coûteux. Puis aussi, c'est facile d'entretien. Mais si vous le mettez constamment dans la sécheuse, son cycle de vie va être un petit peu plus réduit parce que, comme je dis, peu importe ce que vous mettez dans la sécheuse, vous réduisez son cycle de vie, OK? Idéalement, on aurait toute une corde à linge pour avoir la fraîcheur printanière dans la campagne. Mais tu sais, on n'est pas tous dans la campagne, puis on n'a pas tout accès à une corde à linge. Mais c'est ça. Ensuite, on a le polyamide ou nylon. OK, donc ça, c'est résistant, infroissable et ça l'ajoute de l'élasticité. Donc souvent, on va le rajouter à un type de fibre comme une fibre animale. On va rajouter peut-être 20-30% de nylon pour que ça soit un petit peu plus élastique. Polyester, ça c'est léger aussi. C'est bien pour des projets, encore une fois, là, où est-ce que vous voulez que ça respire un petit peu. C'est peut-être pas aussi chaud que les laines animales. Donc ça, c'est les laines synthétiques. Acrylique, polyamide et polyester. En anglais, c'est pratiquement la même chose. Acrylic, polyamide, nylon, polyester. Puis le petit dernier, les fibres artificielles. Ça, c'est, dans les deux cas, viscose ou rayon, c'est fabriqué à partir de rebut ou de copeaux, pas des copeaux, de la cellulose de bois. Donc, c'est artificiel, mais en fait, c'est un peu lié à la fibre végétale, excusez, parce que c'est fait avec du bois. OK, donc le viscose, c'est fabriqué à partir de cellulose de bois. C'est très soyeux, puis c'est souvent utilisé pour les vêtements très légers. OK? Puis en plus, voyons.
finalement, il y a Tencel qui est fabriqué à partir de pulpe de bois. C'est une fibre qui est soyeuse, résistante, qui est très douce. J'ai travaillé une petite affaire avec Tencel, puis j'aime ça. C'est un peu, des fois, ça peut être selon le type, ça peut être un peu reluisant même, c'est vraiment beau. C'est super léger. J'ai jamais travaillé avec viscose ou rayon, mais parfois, tu peux avoir de la laine, encore une fois, qui va avoir un 10 à 30% de viscose à l'intérieur. Souvent, c'est pour l'élasticité ou pour, c'est juste une question de balance. Je vous recommande toujours de regarder l'étiquette de vos écheveaux avant d'acheter pour être certain que vous n'êtes pas allergique à une composante, une des fibres qui est utilisée dans l'écheveau. Parce que vous n'allez pas toujours avoir, tu sais, je dis c'est 100% alpaca, mais c'est marqué dessus 100% alpaca. Pensez pas parce que c'est de la laine de mouton qu'il n'y a pas d'autre chose dedans. C'est pas parce que c'est de la laine, c'est du cachemire que c'est 100% cachemire. Donc, il faut toujours regarder pour vous assurer que vous n'êtes pas allergique à quelque chose, là. Ou juste pour vous, pour votre curiosité personnelle, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis vous allez remarquer que selon la combinaison, la façon dont la laine, elle agit, elle réagit à la chaleur ou à l'eau va changer. Donc, ça peut changer un peu votre façon d'approcher un projet. C'est tout pour la partie 5 et c'est tout pour ma petite série. C'est la fin. Alors, j'espère que ça a été utile pour vous. J'espère que vous avez appris quelque chose, au moins une petite affaire. Puis dites-moi si vous voulez une partie 6. Dites-moi si vous en voulez une, de quoi vous voulez que je parle. Il y a peut-être des termes, je sais pas moi, un sujet en particulier qui vous intéresse. Vous voudriez des termes anglais-français en quelque chose. Donc, faites-moi signe. Puis sinon, ben, je filme ceci en mi-décembre. Donc, j'espère que vous allez avoir une bonne saison estivale. Puis, on se revoit en 2026 pour une autre année. J'ose espérer palpitante, mais d'une bonne façon. Donc, bonne fin de journée et bonnes vacances. Bye!